Et bonsoir, donc ici on va attaquer la deuxième vidéo concernant le projet sur lequel nous avions travaillé. Le projet, je le rappelle, un but du jeu, c'est de faire un modèle et de déployer un modèle sur une architecture qui nous permette de déterminer si il y a des transactions frauduleuses ou pas. Donc je rappelle rapidement ce qu'on avait vu dans la première vidéo. J'ai des transactions qui arrivent, j'ai un producteur qui va produire des données, qui va les mettre dans un topic que j'appelle le topic numéro 1, et j'ai un consommateur qui va consommer les données qui sont dans ce buffer là et qui va demander des inférences à un modèle qui aura été mis à sa disposition par quelqu'un qui s'appelle modéliseur. Ce modéliseur permettra de naviguer entre les deux dernières versions du modèle. Une fois qu'on a les inférences, on les stocke dans le topic 2 et le topic 2 est à son tour lu par quelqu'un qui s'appelle Logger SQL qui va bizarrement loguer les données dans une base de données. Cette base de données là peut être utilisée par des utilisateurs qui vont l'utiliser avec Excel ou Tableau ou je sais pas quoi. N'empêche que si jamais on a détecté une fraude, peut-être qu'on va vouloir la noter quelque part dans la base de données. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on pourrait imaginer qu'on ait des données qui aient été validées et qui se retrouvent dans la base de données. Donc du coup, tous les jours ou tous les soirs, on va aller chercher ces données, on va extraire les données SQL, on va alimenter une feuille avec des données qui auront été validées, qu'on viendra judicieusement compléter du jeu de training initial pour entraîner nos modèles. Les modèles, une fois qu'ils ont été entraînés, vont être archivés et gérés par MLflow Tracking Server. Et enfin, le modéliseur téléphonera à la base de données MLflow Tracking Server pour recevoir les deux dernières versions des modèles pour les mettre à disposition du consommateur. Autrement dit, la boucle est bouclée, on aura fait le tour. Donc ça, c'est le modèle mental qu'il faut garder un petit peu en tête. C'est ce qu'on va étudier. On va regarder un petit peu dans la pratique comment ça se goupille. Au niveau du setup Windows, donc moi j'ai deux écrans. À gauche, j'ai un écran avec un petit peu le script de ce que je veux vous raconter. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis ici, sur cette machine-là, j'ai rien. Si on regarde, j'ai même pas Docker Desktop qui tourne encore. Je pars avec rien. Et ce que je vais commencer par faire, donc je me suis mis dans le dossier fraude détection. Je vais ouvrir ce dossier-là avec l'excellent VS Code. Donc j'arrive dans mon environnement VS Code. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un terminal. Donc c'est mon premier terminal. Si je vois bien que je suis bien à la racine de mon projet. Et ce que je vais faire ici pour commencer, c'est que je vais utiliser un petit utilitaire qui se retrouve ici dans le répertoire Asset. Et qui doit s'appeler, sauf erreur de ma part, je suis en train de rechercher son nom, il doit s'appeler setupdemo.ps1. Donc quand je le lance, il lance un certain nombre d'outils, pgadmin par exemple, Docker Desktop. Il va lancer, alors pgadmin, c'est un truc qui va nous permettre d'aller voir les bases de données. Et puis on va avoir aussi un browser web qui va aller ouvrir un certain nombre de pages, par exemple mes mails. On va aller voir sur Confluent. Sur Confluent, on pourra aller voir Topic 1 et Topic 2. AWS sur le bucket S3, on pourra aller voir les différents fichiers qu'on va récupérer. Sur Heroku, l'excellent Heroku, on ira chercher le MLflow Tracking Server et puis une ou deux autres applications, et le MLflow Tracking Server, je l'ai mis aussi ici à disposition. Et par exemple, si on prend les dernières expériments que j'ai fait tourner, on voit qu'il y a des choses que j'avais fait tourner il y a 1 heure et il y a 22 heures, il y a des trucs qui marchaient pas du tout. Donc bon, voilà, ça sent le vécu, mais voilà, j'avais refait des tests avant de venir, quoi. Ok, donc si je reviens sous VS Code. Donc le but du jeu, si on se rappelle bien, ce qu'on va peut-être commencer à faire, c'est que la première des choses, c'est qu'on va aller voir le producteur. Donc le producteur, son métier, c'est je vais chercher des transactions, je les stocke, je les filtre, je les nettoie, je les arrange, et puis je vais les stocker dans le topic 1. Encore une fois, et c'est très important pour moi, chacun des modules ici tourne dans son conteneur, qu'il s'agisse des modèles, de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être complètement isolé du reste des applications. L'autre chose aussi, c'est que cette architecture me permet, si je veux, de les multiplier. Si demain je dois utiliser Compose pour aller faire du Kubernetes, je pourrais le faire sans doute en ayant l'esprit tranquille, sachant que chacun des composants est autonome et vis-à-vis dans son conteneur. Donc,
Si on veut aller voir, comment ça se goupille au niveau du conteneur, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le répertoire. Donc le répertoire conteneur, je vais le chercher sur mon anti-sèche à côté. Hein. Donc je vais venir ici, hop, je vais le copier ici. Alors attends, on va peut-être faire CD, ça ira mieux comme ça. Si je fais un ls, je retrouve mes enfants. Je vois que j'ai deux utilitaires, hein, deux scripts PowerShell. Il y en a un qui s'appelle build image et l'autre qui s'appelle run app. Donc a priori, il faut pas être grand, il faut pas sortir de Polytechnique pour imaginer un petit peu ce qu'on est en droit d'attendre de tout ça. Donc on va lancer build image. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de construire l'image qu'on va utiliser. Alors bien sûr, moi je triche un petit peu parce que comme je l'ai utilisé plusieurs fois, l'image elle est déjà dans le cache de Docker, mais c'est pas très grave. Et puis la deuxième chose que j'ai à faire, c'est de faire un run app. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il lance l'application et puis l'application, elle démarre et puis normalement, si tout se passe bien, si je vais sur mon browser web et si je vais sur Confluent et que je vais regarder au niveau des messages ce que j'ai, donc là il faut que lui percute un petit peu. Donc voilà. Alors on est vraiment à un rythme qui est très très lent, hein. Donc là il y a 556 messages, mais il vient de passer à 557 et on a un message à peu près qui arrive toutes les 15 secondes. Donc voilà, on a du temps, mais si on attend un petit peu, on va avoir les autres messages qui vont arriver au fur et à mesure. L'idée, hein, c'est vraiment de bien comprendre cette architecture ici là. Donc je vais lire des données qui sont des transactions, je les nettoie, j'ai 2-3 petits trucs à faire et puis je les sauvegarde simplement dans ce buffer, hein. En première approximation, il n'y a qu'à imaginer que c'est un buffer et là on voit que les choses bougent un petit peu. Ok, ça c'est une première chose. Ce qu'on peut peut-être faire maintenant, c'est essayer d'aller voir comment ça se passe au niveau du modéliseur. Pourquoi le modéliseur? Parce que c'est bizarre, le modéliseur il est un petit peu plus loin. Oui, mais tout à l'heure quand on va lancer le consumer, ce qui va se passer, c'est que le consumer va lancer automatiquement le modéliseur. Mais ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est comment ça se passe le modéliseur tout seul si je devais le lancer à la main. D'accord. Donc je reviens dans VS Code et puis pour aller chercher le modéliseur, je vais le chercher dans son répertoire. Et si je reviens dans ma fenêtre ici, ici. Si je fais un ls, donc je suis bien dans le répertoire du modéliseur, ce que je peux vérifier ici. Et là aussi, j'ai un truc qui s'appelle, j'ai un Docker Compose, donc qui est la recette de cuisine qui me permet de mettre en route l'application du modéliseur. Et puis de l'autre côté, j'ai un truc qui s'appelle runapp.ps1. Donc ça semblerait plutôt logique, hein, de vouloir faire ça. Donc si je lance ce truc-là, on se rend compte que je relance un conteneur. J'ai 2-3 messages qui arrivent à l'écran qui me disent un petit peu ce qui se passe et a priori on est en train de me dire que les choses intéressantes vont se passer sur le port 8005 et on me dit ça y est, je suis prêt, vas-y, si tu es un homme, branche-toi sur le 8005. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais ouvrir un onglet supplémentaire. Donc lui est toujours en train de tourner, hein. On est passé à 564 messages. Donc si je viens ici, si je fais en localhost, localhost, je vais venir ici. Hop, on voit que j'ai un Welcome to Fraud Detection 2 modéliseur. Donc j'ai donc une page de garde un peu sympa. Ce qui se passe aussi, c'est que j'ai une petite icône là qui me permet de le retrouver. Mais beaucoup plus important quand même, c'est que j'ai fait deux essais de transactions que je mets à disposition, qu'on peut utiliser pour faire un copier-coller pour essayer d'aller jouer. Parce que si je vais voir la documentation, dans la documentation, je vais me retrouver avec différentes fonctions qui sont à ma disposition. Par exemple, si j'utilise get model version, donc ça va me donner le modèle qui est en cours. Donc si j'invoque cette fonction là, on me dit que je suis en version 7, d'accord. Puis de la même façon, si je vais chercher la version précédente, si je la lance, il va aller me chercher la version précédente et il va me dire que si je fais un execute ici, il va me dire qu'il est passé en version 6. Mais moi ce qui m'intéresse peut-être, c'est de faire une prédiction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire try out.
je vais venir ici, comme c'est des champs qui sont assez compliqués, je les ai mis une bonne fois pour toutes hein, sur la page de garde, donc je copie, je colle, j'exécute, a priori ça se goupille bien, et puis il me donne un résultat. Donc du coup, on sait que ça tourne, on sait qu'on est capable de s'adresser via une API à notre modéliseur. Donc bah, du coup, on va être plus ou moins rassuré. Ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est que je coupe tout ça, tout simplement parce que le modéliseur il est toujours en train de tourner dans son conteneur et moi je vais vouloir le rappeler tout à l'heure lorsque je vais l'utiliser dans un conteneur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais revenir je vais revenir dans mon répertoire où j'avais le modéliseur qui tournait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, CTRL V ici. Donc si je reviens ici, je suis bien dans le modéliseur, et puis pour arrêter le modéliseur, je vais faire un docker compose down ici, et puis il est en train d'arrêter les différentes composantes, ce qui fait que quand moi je reviens ici, du coup on me dit le process s'est arrêté dans la joie et la bonne humeur. Donc du coup le modéliseur il est bon, je peux l'utiliser pour autre chose quoi. Ok, très bien. Donc maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir le consumer. Donc le consumer, hein, si on se rappelle bien, c'est quelqu'un qui va chercher des données dans le topic 1, il appelle le modéliseur qui lui tourne dans un autre conteneur. Le modéliseur lui donne des résultats, et puis on va aller stocker les résultats dans topic 2. Bon, voilà, c'est un petit peu le métier de ce truc-là. Donc si je reviens dans VS Code, si je reviens ici, donc si je fais ls, c'est toujours pareil, hein. Donc j'ai un Docker Compose qui explique comment monter l'image du consumer, et qui aussi explique comment est-ce qu'il va falloir lancer le modéliseur. Et si moi je fais simplement un run app.ps1, ce qui va se passer, c'est qu'on va me dire que je lance le modéliseur, d'accord, je m'attache au modéliseur, et puis l'autre il est parti, il va lancer ses trucs. Et à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le consommateur va récupérer des données de topic 1, les envoyer au modéliseur et sauvegarder les données dans le topic 2. Donc normalement, alors je me demande si je ne me suis pas planté. Forcément, je suis toujours dans le modéliseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'affoler. Je vais arrêter mon modéliseur. Et je vais revenir ici dans mon consumer, donc ici. Bon, remarque, je peux aller le chercher directement, je peux aller le chercher ici. Alors, j'ai encore paumé mon curseur, j'ai un peu de mal avec mon curseur là. ls. Donc ici, je suis bien pour le coup, je suis bien dans le répertoire consumer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un build image. buildimage.ps1. Donc là je lance ça, et après j'ai un run app, et là du coup je suis plutôt satisfait parce que je vois bien le conteneur de mon consumer qui démarre et le conteneur du modéliseur qui démarre. Ok, donc les deux conteneurs sont démarrés. Maintenant ce que je peux peut-être faire, c'est, histoire de me rassurer, c'est d'aller voir sur topic 2. Est-ce que j'ai des données qui bougent? Alors j'ai ce truc là qui me fait suer, c'est bêtement. Alors comment je vais pouvoir déplacer ce truc là? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai les boutons d'enregistrement qui sont à l'écran là, donc là, je viens de réduire un petit peu la fenêtre, mais on va voir les messages. Donc, on est à 491. Il y en a un qui vient tout juste d'arriver. C'est tout simplement parce que le consumer vient de sauvegarder des données. D'accord. Donc, si on attend un petit peu, on voit bien qu'on est passé à 492. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser vivre sa vie, et puis ça mange pas de pain, on peut revenir sous VS Code. Ok. Donc là, on a le producteur, le consommateur et le modéliseur qui tournent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer un petit peu de temps à regarder le logger SQL. Alors le logger SQL, hein, pour bien remettre les choses en place, hein. Le logger SQL, c'est cet animal qui est ici, là. J'ai encore paumé mon curseur qui est ici, là, et il va chercher les données dans topic 2,
il les prend, il les prépare et il va les mettre dans la base de données SQL. D'accord. Donc pour aller chercher le logger SQL, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais aller me déplacer dans son répertoire. Alors si vous entendez un peu de bruit, hein, c'est parce que il commence à y avoir un peu de charge. Donc vu que tout le monde tourne. Donc je vois bien que je suis dans un truc qui s'appelle Logger SQL testable. Pourquoi testable? Parce que ça va être l'occasion pour moi de montrer comment est-ce que je peux non seulement utiliser un conteneur pour aller stocker des données, mais aussi lancer des tests sur le code de cette application là. Donc ce qu'on peut faire quand même avant ça, c'est qu'on peut peut-être essayer d'aller voir sur pgadmin. Donc j'ai la possibilité de me loguer sur un certain nombre de serveurs et entre autres le serveur de Logger SQL. D'accord. Donc on voit que j'ai une table qui s'appelle, c'est pas très nouveau, mais qui s'appelle fraude détection. Cette table là, je vais faire une requête qui va être toute simple, hein, qui va me permettre juste de voir combien est-ce que j'ai de choses qui traînent dans la table. Donc si je fais ça et si je fais F5, lui va me dire que pour l'instant il y en a 18. Ok. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que si je reviens ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lancer mon application. Donc je vais faire .run app. Donc on voit que le logger SQL il est parti, et puis normalement si tout se passe bien, il devrait être en train de lire des données sur le topic 2, d'accord, et puis il devrait aller sauvegarder les données. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, je ne sais pas pourquoi, ça met un petit peu de temps, mais on voit que là j'étais à 18, il vient de passer à 20, donc bon, à son rythme, hein, il va chercher les choses. Voilà, c'est une première chose qui tourne. Donc il fait 18, 20, il va vivre sa vie, quoi. Ok. Donc ça c'est une première chose. Ce que je vais peut-être faire maintenant, c'est que je vais montrer comment je peux tester cette application. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un docker compose down. Je vais arrêter mon application. Et ce que je voudrais, c'est tester mon application en local. Donc là, je ne parle pas encore de Jenkins ou quoi que ce soit. Je voudrais être sûr que je suis capable de tester mon application. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire test application. Ici. Donc en fait, hein, c'est tout bête, je vais lancer l'application, il va me donner des résultats, et puis peut-être que on va avoir des choses qui vont apparaître quelque part. Donc si je vais dans le test report, donc on était au niveau des données, donc on avait dit que c'était au niveau du care, et puis me serais-je trompé ici, j'ai dû me planter. Hop, je vais aller chercher ici, dans le care. Non. Où est-ce qu'il est mon... J'ai paumé mon application. C'est un peu dommage. Alors, où est-ce que je vais la retrouver, cette pauvre application? Voilà, elle était ici. Je vais la rechercher ici. Donc c'est mon logger SQL testable. Ici j'ai des rapports qui ont été créés, donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces rapports. D'accord. Et puis si je relance mon conteneur en local, on voit qu'il me régénère des rapports. Le rapport il est généré ici. Si je clique à droite et que je lui dis vas-y, ouvre-le dans File Explorer, je vais dans File Explorer. Si je double-clique sur File Explorer et si je zoome, parce que sinon on va strictement rien voir, on voit que le test il a été lancé et que j'ai un certain nombre d'informations qui sont plutôt intéressantes. J'ai une dizaine de tests qui ont été faits sur tous les codes, hein. Donc j'ai utilisé pas mal de simulations pour simuler des connexions à des bases de données, simulations à des topics, ce genre de choses. Donc bon, ça fait partie du jeu du test de validation. Donc ça c'est une première chose, mais en fait c'est pas ça, c'est très bien, ça me montre que je suis capable de faire tourner mes tests dans un conteneur en local. Mais moi ce que je voudrais, c'est que
Typiquement, dès que je vais faire un push sur GitHub de l'ensemble du projet, ce que je voudrais, c'est que Jenkins soit notifié ou ait le moyen de détecter qu'il y a eu un push, qu'il aille chercher l'ensemble de l'image, d'accord, et qu'il puisse dérouler les tests. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller sur la page web que j'avais tout à l'heure. Je vais aller sur Jenkins. Si j'arrive à le retrouver, alors il faudrait que j'arrive à retrouver son Jenkins. Alors, est-ce qu'il est là? Non. On va essayer de se connecter là-dessus quand même. Normalement, c'est 80-80. Donc ici, je vais me connecter avec mon mot de passe. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vais arriver sur un truc, sur une session qui s'appelle fraude détection test. Okay. Si je vais voir la configuration, ce qui est marqué, c'est de dire on va aller vérifier toutes les 5 minutes un petit peu où est-ce qu'on en est, et s'il y a besoin, ben, on ira chercher les données sur... Alors j'ai un certain nombre de credentials dont j'ai besoin parce qu'il faut que je me connecte à un certain nombre de choses, donc ça c'est ce qui est fait ici. Et puis, alors attends, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Et puis à partir de ce moment-là, à un moment donné, il va lancer le Docker Compose. Et puis on va refaire les tests, mais au sein d'une session, Jenkins, quoi. D'accord. Donc ce qui sera intéressant de voir, c'est ce qui va se passer par la suite. Donc ici, si je viens sur mon dashboard, je retrouve mon test. Et si je le lance maintenant, donc il va me planifier ça, il va lancer ça. Si je vais voir les logs qui sont ici en train de se dérouler, à un moment donné, bah, il va me raconter sa vie. Il m'a dit qu'il avait déjà fait un certain nombre de tests, ok, et puis qu'il avait tout fini en succès, sauf que en plus, a priori, il m'aurait envoyé un mail. Donc, si je vais dans ma boîte mail, il est quoi, minuit et demi, minuit 20. Si je vais voir dans mes mails, alors je vais essayer d'aller voir. J'ai un mail qui vient d'arriver. Normalement, j'ai mon Jenkins qui vient d'arriver ici. Si je télécharge ce zip et que je le fais enregistrer sous, je vais le mettre comme un goret, je vais le mettre dans téléchargement, je vais le mettre ici. Si j'ouvre le dossier, si j'extrais le dossier, si j'extrais, alors extraire tout, où est-ce que c'est extraire tout? Si j'ouvre le rapport, j'ai exactement le même rapport hein, qui avait été envoyé que celui qu'on avait vu tout à l'heure en local, et je retrouve un rapport donc qui a été pour le coup lancé à 23h21 parce qu'il y a une heure de décalage entre la machine Linux et la vraie heure. Bon, j'ai jamais, il faudrait que je mette ça à l'heure, mais on voit bien qu'il a relancé un test et que a priori ça a l'air de plutôt bien se goupiller de ce côté-là. Okay, donc en gros, le point qui est vraiment important dans cette histoire-là, c'est que ce que l'on a fait sur le module qui était le module Logger SQL, hein, qui était celui-là, le extracteur. On pourrait le faire sur n'importe quel autre module. On a mis en place les technos et la mécanique pour faire que à chaque changement sur GitHub, eh ben, on va pouvoir le détecter, lancer une batterie de tests sur du code Python, et puis de la même façon, on pourrait tout à fait imaginer qu'on puisse aller valider un jeu de données ou ce genre de choses. En tout cas, et ce qu'il y a de bien, c'est que ça se fait complètement dans un conteneur. Donc ça c'est une première chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder l'extracteur. Donc on avait parlé ici du logger, d'accord. Donc maintenant on va parler de l'extracteur, et pour ça on va aller se promener dans le répertoire de l'extracteur. Donc ici il faut que je retrouve mon VS Code. Ici, alors je vais venir là, toc, CTRL V. Si je fais un ls, normalement on voit bien que je suis dans 01 DAG extract, donc ça sent bien l'extract. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Airflow qui doit traîner au port 80-81 normalement. Donc j'irai chercher là. A priori, alors je vais le voir, il a l'air, je sais pas, il a pas l'air de s'affoler des masses là. Il va peut-être falloir que je le lance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le relancer ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais faire un Docker Compose.
Alors Docker compose up, parce que je voudrais lancer le truc. Donc là on a un petit peu de temps parce que on boot tout et on va faire et puis en fait il va tenir compte de la configuration que moi je lui ai mise spécialement pour être capable à des instants bien précis d'aller faire tourner l'extracteur. Alors on va voir le DAG, il est vraiment très très simple. Mais le but du jeu, encore une fois, c'est pas tant d'avoir un DAG très complexe. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'être capable de faire tourner un conteneur au sein d'un DAG. Parce qu'une fois qu'il est au sein d'un DAG, le DAG, je peux en faire ce que je veux. Et ce qui serait valable pour l'extracteur SQL serait valable pour n'importe quel module qui serait dans un conteneur. Et c'est pas innocent parce que en fait, ça se passe pas très bien. La méthode pour le faire dans Airflow, c'est pas simple du tout. J'ai passé un temps infini à le faire. Bref, toujours est-il que je ne vais pas me plaindre. Je vais venir au niveau du serveur web. Normalement, je devrais être capable maintenant de me loguer sur Airflow. Ici, donc si je viens ici, je fais... Alors j'ai un mot de place super balèze qui doit être celui de par défaut. Mais bon, comme je suis pas sur la ligne, c'est pas gênant. Et puis ici, on voit que j'ai fait 2-3 petits tests avant. Et puis j'ai cet extracteur là ici qui est ici. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du graphe? On va voir que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un petit peu ce que je suis capable de faire là-dedans. Et à l'intérieur, ce qu'on va noter, c'est que moi à un moment donné, je vais utiliser un Docker opérateur. Pour utiliser quoi? Pour utiliser mon image de SQL DAG. Donc je vais chercher une image particulière dans laquelle je vais exécuter mon conteneur. Et puis on ira chercher le code de l'extracteur 03. Et puis on va l'exécuter comme ça. Donc si moi je reviens ici au niveau de la page de garde, si j'appuie sur mon bouton Trigger DAG, donc il va conceptualiser le concept, il va mettre ça en route. À la limite, je pourrais essayer d'aller le voir ici. Il me dit qu'il a déjà fini, donc bon. Bon, alors je vais être honnête avec vous, j'ai eu un petit souci technique d'enregistrement de la vidéo. Donc vous voyez peut-être que là ça a changé. Donc je vous explique rapidement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. J'ai fini d'enregistrer la vidéo hier soir. Tout était parfait, j'étais très content, je publie sur YouTube et en avant Guingamp c'était terminé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai ratatouillé et en fait j'ai paumé la vidéo. Donc je l'ai retrouvée, mais je n'en ai retrouvé que les 80-90%. D'accord, donc il y avait quelques minutes qui manquaient, c'était la fin qu'on va faire maintenant. Donc ne commencez pas à râler. Oui, je sais qu'ici il y a 6 et 1 là où il y avait peut-être 4 ou 5, donc c'est pas grave, on recommence. Et tout se passe comme si dans la vidéo je revenais exactement au même endroit où j'étais en train de dire tiens, je vais lancer mon extracteur DAG. Donc ici ce que je vais faire, ici je vais lancer l'extracteur. L'idée, je rappelle que avec l'extracteur, c'est que on va aller chercher des données sur la base de données. Si tout se déroule bien, il va charger une image, il va exécuter le code de l'extracteur directement dans le conteneur. Et cet extracteur est censé aller sauvegarder des données sur AWS. Alors, le temps que je vous raconte ma vie ici, a priori, ça s'est bien déroulé. Histoire de bien voir que je ne raconte pas que des bêtises. Donc ici, il est 11h04. Si je trouve ici, si je vérifie, il est bien 11h04. Si je vais maintenant sur AWS, donc sur l'excellent AWS, donc là il me dit 10h51, mais il faut peut-être que je fasse une mise à jour de la page. Et normalement ce qu'il va me faire, c'est il va me dire 11h0358. Ok, vas-y, fais-moi un procès si on n'est pas d'accord sur le fait que ça soit 11h04. Mais ce qui veut dire que j'étais capable depuis mon environnement d'exécuter dans un conteneur un code qui faisait le code de l'extraction. Donc maintenant ce code, comme il est dans son conteneur et que je peux l'appeler, j'en fais ce que je veux. Je vais vivre ma vie avec. Et là je suis vraiment très content, quoi. Ok. Un point que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est la surveillance la surveillance du modèle, du drift des jeux de données.
Et donc pour ça j'ai encodé une tâche dans Jenkins. Toujours pareil, hein, l'idée c'est d'avoir un générateur de rapport de drift. Donc l'idée, hein, c'était de se dire bon ben voilà, on va retrouver notre bébé ici. Il est dans un conteneur. Si je vais regarder un petit peu dans la configuration, le code est relativement, le DAG est relativement simple, hein. En fait toutes les 4 heures, peut-être ça suffit largement en ce qui nous concerne. On va lancer cette opération, et cette opération consiste en quoi? Alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on voit quelque chose à peu près à l'écran. Donc je commence par récupérer mes variables d'environnement. Donc je récupère mes variables d'environnement dans le script. Après je fais un checkout de l'ensemble du projet fraude détection. Je vais le chercher sur GitHub, et puis après je génère mon rapport en allant chercher une image, particulière. Donc je fais bien un docker compose up, d'accord, le fd2 drift generator, et à l'intérieur on exécutera notre code, et à la fin on va faire un certain nombre de trucs, hein. C'est que on va envoyer des trucs, on va voir, et puis surtout je vais ici faire un nettoyage de mes images, d'accord. Puis on va voir maintenant comment ça se goupille. Donc si je reviens ici, si je fais, alors je vais peut-être dézoomer un petit peu parce que pour le coup on n'a peut-être plus besoin de faire ça. Je vais faire un build now, ok. Donc on va le programmer. La tâche 36 vient de démarrer ici. Donc on va la laisser faire. Donc on est d'accord, hein, ça va lui prendre un petit peu de temps, mais le but du jeu pour moi, c'est que à la fin, je vais peut-être aller voir les logs. Donc si je vais voir les logs qui sont ici, donc il va nous raconter sa vie un petit peu. Donc on voit, hein, quand même que on a des infos, le code est en train de tourner, il est en train de récupérer les données, et puis je pense que d'ici quelques secondes on devrait avoir un rapport qui va être généré et qui devrait nous prévenir que normalement, j'espère, tout va bien. Sinon je suis bon pour refaire encore une vidéo, donc ça va être bon. Je vais revenir ici, donc il est toujours en train de calculer, mais je suis relativement confiant, normalement celui-là marche bien. Donc a priori il me dit que ça s'est bien passé, donc je vais retourner là, je vais aller voir ses logs, console output, ok. Et a priori ça s'est bien passé. Ce qui s'est passé aussi, c'est que normalement il a dû m'envoyer des informations, sauf erreur de ma part. Donc si je vais sur ma boîte mail, je me dis tiens, il est quelle heure? Il est 9h35, donc je vais essayer de faire un F5 ici. Hop. Ici, je vois bien que j'ai à 11h07, donc ici je suis à 11h08 en bas de l'écran, et ici à 11h07 j'ai un mail qui est arrivé. Si je vais cliquer ici, il me dit tiens, il y a cette feature, la feature amount, qui est le montant des cartes bleues, qui a changé. On sait pas, c'est juste un warning, c'est pas une erreur générale, parce que c'est pas une erreur très grave. Il me dit vous pouvez aller consulter ce rapport là. Donc ce rapport là il est servi sur un serveur web qui est hébergé sur Heroku, qui marche bien. Et si je vais cliquer ici, c'est bien le rapport de 11h là, celui qu'on vient de faire. Je vais avoir cette page qui me permet de voir un petit peu les résultats, et on voit bien que en effet il y a un drift qui a été détecté au niveau du amount. Autre chose, c'est que en effet, comme les rapports comme le drift se déroule dans un conteneur qui est lui-même lancé par Jenkins, il va falloir que je stocke mes données. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que par le biais du petit code, j'envoie les données sur un serveur, et donc on voit bien là le rapport que j'ai fait tourner ici, et puis en fait c'est toutes les données. Et en fait si je reviens sur la journée d'hier, je peux avoir les rapports de la journée d'hier, et si je vais sur la journée d'avant-hier, si je clique ici, je vais voir tous les tests et tous les rapports. Donc l'idée c'est que en fait ça se déroule dans un conteneur, et puis voilà, à un moment donné on va exporter toutes ces données là vers un petit serveur qui était hébergé sur Heroku. Ok. Ce dont je voudrais parler maintenant, c'est quasiment un truc, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant. C'est tout simplement les modèles. Donc dans le cadre des modèles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un petit peu comment est-ce qu'on fait. Il y a deux choses.
Alors, je vais venir ici, hop, CTRL V. Si je viens dans ce répertoire, qu'est-ce qu'on va, on va voir en fait, les modèles, on pourrait en avoir de différentes sortes, on pourrait avoir différentes opérations qui vont être faites. Dans tous les cas, les modèles vont être hébergés sur un MLflow Tracking Server. Et là aussi, comme les modèles vont s'exécuter dans un MLflow project, qui n'est rien d'autre qu'un conteneur, il va falloir quand même construire ça. Donc ici, si je viens dans ce répertoire-là, c'est le répertoire dans lequel j'ai la capacité de créer les différentes images dont je pourrais avoir besoin pour mes modèles. Exemple, si j'ai un modèle qui ne travaille que avec du sklearn, je vais peut-être faire une image qui ne contiendra que la bibliothèque sklearn. Si j'ai un modèle que je veux mettre à la disposition par la suite dans Modelizer qui lui utilise du TensorFlow, je vais peut-être avoir besoin de créer une image qui, elle, incorporera la bibliothèque TensorFlow. Donc ce que je vois ici, c'est que en fait, dans mon arborescence, je suis à ce niveau-là. Et puis j'ai encore un script qui s'appelle build fraud trainer. Donc ce script là ne fait que la construction de l'image. Donc si maintenant moi je vais directement sous Docker, l'excellent Docker, si je vais voir dans mes images, normalement je devrais avoir mon fraud trainer qui vient d'être créé ici. Et cette image là pourra être utilisée par elle va servir de conteneur dans lequel on va exécuter le code du modèle. Alors, dans le cas du code de modèle, je ne vais pas le faire tourner ici, tout simplement parce que c'est un peu long, donc c'est un peu pénible, mais on va voir que c'est exactement la même chose. Je vais revenir ici, je vais me déplacer là. Donc dans ce répertoire là, donc j'ai un répertoire, j'ai un run training, donc je vais pas le lancer parce que ça lancerait dans un conteneur, mais surtout ça prend un petit peu de temps, d'accord. Par contre, ce qu'on peut peut-être aller faire, c'est aller voir directement sur MLflow. Donc qui doit être ici, l'excellent MLflow. Donc MLflow me permet de dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a bien deux choses. Dans MLflow, il y a l'aspect experiment et l'aspect modèle. Dans l'aspect experiment, on va dire typiquement, ça va être les personnes qui vont s'occuper des modèles et qui vont regarder qu'est-ce qui a été fait, où ça, quoi ça, quand ça, avec quel niveau de performance. Donc si je viens ici, par exemple, je viens en chercher un des derniers, je vois que j'ai un certain nombre de paramètres. Alors ce sont des tags et des paramètres. Donc ici je sais que j'avais quelques données, ici j'ai les indices de performance qui étaient repérés ici, j'ai des artefacts. Au niveau des artefacts, je vais avoir deux types d'artefacts. Je vais avoir des courbes, des images. Moi ça me permet de voir un petit peu est-ce que ma matrice de confusion était bonne, oui, non, qu'est-ce que ça. Et puis surtout je vais retrouver mon modèle que je pourrais passer plus tard au modéliseur. Et je parlais des modèles. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau des modèles, donc c'est là où on dit le nom du modèle, c'est Random Forest, et la dernière version, c'est la version 7. Donc, et là, du coup, c'est l'aspect des utilisateurs des modèles qui vont venir vers MLflow Tracking Server, lui dire, je me fiche carrément des espèces d'expérimentation, mais au niveau des modèles, donne-moi tel type de modèle et donne-moi les deux dernières versions que tu peux avoir. D'accord. Et c'est ça qu'on rebalance, au niveau au niveau de comment il s'appelle, du modéliseur. Ok. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, le diable est dans les détails. Ça a l'air simple parce que moi je rentre des scripts et c'est un petit peu la méthode que j'avais de travailler. Il y a des sujets qui ont été un petit peu délicats. Je parlais de Airflow et des conteneurs. Ça n'a pas été simple cette histoire-là. Ça m'a pris un temps infini. Mais en tout cas, tout est disponible sur le GitHub. Et normalement, le souci qu'il y aura, ça sera avec les secrets parce que je ne vais pas les publier sur GitHub, mais sous réserve. Au moins j'ai pu montrer que l'ensemble des scripts étaient lançables tels quels. Écoutez, merci de m'avoir suivi jusque là, c'était un peu long, c'était un peu intense, et puis écoutez, je vous souhaite de vous amuser et puis de mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Merci beaucoup, bonne fin de journée, allez, à plus, ciao.